Vous écoutez France Culture, voici les chemins de la connaissance. Michel Chilovitz présente « Que sont devenus les Juifs français du Moyen-Âge ?» Aujourd'hui, Rouen était-il un centre culturel juif important, avec Eliane Rousse, chercheur. Eliane Rousse, vous êtes intéressé aux Juifs du Moyen-Âge et plus particulièrement à ceux de Rouen, dont vous êtes originaire, et vous avez également participé à la traduction de l'énorme livre de cet universitaire américain, Norman Gold, sur Rouen, l'équipe du professeur Leclerc, et vous avez traduit ce livre de l'anglais avec toute cette équipe. Alors qu'est-ce qui vous a poussé d'abord à y participer ? J'étais présente à Rouen à l'été 1976, au début de la découverte, juste au moment de la découverte de ces murs énigmatiques et beaux. Bon, alors maintenant, situons Rouen dans le Moyen-Âge. Combien d'habitants à peu près et combien de Juifs à Rouen ? Rouen était une ville très importante parce que située à un confluent à la fois d'une voie fluviale, la Seine, entre Paris et, disons, l'Angleterre, et sur un axe nord-sud qui permettait aux marchandises de Flandre de transiter par Rouen pour descendre vers l'Aquitaine. Donc c'était une ville très importante. Chiffrer la population, c'est difficile, car les historiens ne sont pas d'accord. Chiffrer la population juive, elle était évaluée à quelques milliers, maximum, 3-4 000, ce qui est beaucoup. Mais c'était une capitale, pas seulement d'une province comme est la Normandie actuellement, ce fut la capitale de la Neustrie, au moment du Haut Moyen-Âge, capitale donc bien plus importante que la petite ville de Paris à l'époque, la très petite ville de Londres également. Dans quelles circonstances le monument sous le palais de justice a été découvert ? Tout d'abord, il faut dire que le professeur Golb, qui est paléographe et spécialiste d'inscriptions judéo-arabes, a découvert le toponyme de Rodom de nombreuses fois dans les documents et il a publié, du moins ses recherches se sont arrêtées vers les années 1970 déjà, et toutes ces recherches ont permis la publication d'un livre qui n'a paru qu'en 1976, au printemps 1976. Ce livre en hébreu, publié à Tel Aviv, relatait tous les manuscrits ou les copies les plus anciennes de manuscrits hébraïques où figurait ce toponyme de Rodom, qui d'abord était assez mystérieux et qu'il a identifié comme étant Rouen. Le nom de Rouen en latin est Rotomagus, c'était même un nom gaulois, Ratomakos, avec l'accent tonique. Le nom s'est abrégé en Rodoma, Ratoma, Rodom, pour les hébraïsants. C'était difficile de retrouver ce nom, car une fois les Juifs expulsés de France à la fin du XIVe siècle pour de bon, ils se sont éparpillés et intégrés dans les communautés avoisinantes, enfin des pays avoisinants, et le français s'est perdu. Les noms français se sont perdus, ont été oubliés. Donc Norman Golb a publié l'histoire des Juifs de Rouen au Moyen-Âge, en hébreu. Puis, quelques mois plus tard, 1976, on découvre en creusant la cour du palais de justice à Rouen, qui est un beau monument Renaissance. On voulait simplement arranger cette cour. Et on tombe sur d'énormes murs de la période romane, dans le plus beau style roman. Et heureusement, on permet aux fouilleurs de travailler sur le site et on découvre en fait 3 éléments. Un puits qui était peut-être un silo, qui est recouvert à présent. Une cave dont on a dit qu'elle était peut-être un bain rituel. Peut-être, mais ce n'est pas sûr. Et un très grand monument roman, hébraïque. Pourquoi hébraïque ? Il se situe sur la rue aux Juifs de Rouen. La rue aux Juifs a gardé son appellation depuis le Moyen-Âge, malgré l'absence de Juifs pendant assez longtemps. Et d'ailleurs, en ces années 1976, il y a eu une pétition des commerçants de cette rue pour que le nom soit changé, car il les gênait. Juste à ce moment-là, on a fait cette découverte et les commerçants ont abandonné leur pétition. Ce monument comporte également des graffitis en hébreu, quelques graffitis difficiles à lire,
est de plus en plus difficile à lire car depuis que le monument a été mis au jour, l'humidité dégrade les pierres. Mais c'est en hébreu. Et le texte dit, enfin le texte de ces graffitis, « Bon courage, cette maison sera d'une grande hauteur jusqu'à ce qu'un bœuf ait pitié d'une ânesse. » Puis le deuxième graffiti doit être une signature de Jacob ben Raphaël et une signature Isaac. Alors le premier est quand même un peu difficile, un peu ésotérique. Il pourrait s'agir, d'après Norman Golb, d'un proverbe, jusqu'à ce qu'un bœuf ait pitié d'une ânesse, c'est-à-dire c'est impossible, c'est-à-dire à jamais, pour toujours. Ceux-là sont les deux les plus lisibles, si vous voulez, mais il y en a eu d'autres, et d'ailleurs des phrases qui se répètent, comme si c'était des étudiants qui recopiaient l'un l'autre. Cette citation qu'on trouve dans la Bible, que cette maison, c'était une prière de Salomon lorsqu'il construit le temple, que cette maison soit sublime. Et ensuite, on retrouve le même passage légèrement différent dans Chroniques. Et cette maison qui a été sublime, qui était élevée, est devenue objet de risée pour tous les passants. Donc, c'est très difficile à trouver une explication claire. On ne comparerait pas le temple à l'époque, le temple détruit, le temple de Jérusalem démoli, même à une synagogue. Non, parce que c'est un monument de style roman, normand. Très pur, normand. Qui rappelle Saint-Georges de Bocherville, qui rappelle également, par ses meurtrières peut-être, le Mont-Saint-Michel. Mais quel a été le désaccord avec Bernard Blumenkranz? Dès qu'on a retrouvé un beau monument hébraïque, la première réaction française des historiens et des rabbins français a été « ça ne peut être qu'une synagogue, un aussi beau monument ». Bernard Blumenkranz, spécialiste de la vie des Juifs au Moyen-Âge, surtout dans leur rapport avec les chrétiens, a penché pour cette hypothèse de la synagogue et ensuite s'y est raccroché tout au long pour apparemment s'opposer à l'autre hypothèse, ce qui était celle de Norman Golb, qui avait prouvé par ses manuscrits dans son premier livre que à Rouen avait vécu une communauté non seulement prospère, mais intellectuellement très active. Et pour lui, il a dû exister une grande yeshiva, c'est-à-dire une académie d'études supérieures, d'études du Talmud, d'études de la Bible, et qui devait, d'après les documents français, cette fois-ci, se situer au nord de la rue aux Juifs, c'est-à-dire à l'endroit où on a retrouvé ce beau monument. Or, d'autre part, il existe une synagogue, synagoga en latin, attestée sur les plans anciens, de l'autre côté de la rue aux Juifs. Et elle existe dans les caves au coin de la rue Massac et de la rue aux Juifs. Les murs ont été retrouvés à la fin du siècle dernier, au moment de travaux, de constructions qui ont été faites à cet endroit. Elle a été décrite par Charles de Beaurepaire comme étant également un beau monument roman. Et on en a les plans, le dessin des murs, dans des plans de Rouen anciens, entre autres du XVIIIe. Pourquoi M. Golb s'est-il attaché avec beaucoup de fougue à démontrer que Rouen est un centre culturel juif important au Moyen-Âge? Il a été le premier étonné de découvrir toute cette activité intellectuelle, ce centre important, car les historiens du judaïsme français s'appuient beaucoup sur un ouvrage publié il y a un siècle environ par Henri Gross, qui s'appelait Gallia Judaica, et qui est un dictionnaire géographique de tous les noms propres et les toponymes retrouvés dans les commentaires du Talmud concernant les auteurs juifs du Moyen-Âge. Et cette Gallia Judaica est très importante et fournit une base merveilleuse et précieuse, mais elle fourmille d'erreurs car il n'avait pas à sa portée, à sa disposition, tous les documents, tous les manuscrits dont on dispose actuellement. D'ailleurs, Bernard Blumenkranz a le mérite d'avoir remis en train une équipe de recherche pour réactualiser cette recherche des noms géographiques qui figurent dans les commentaires du Talmud. Norman Golb, d'après les manuscrits qu'il a pu étudier lui-même, est tombé sur ce nom de Rouen qui ne pouvait être que Rouen d'après les indications géographiques. Par exemple, ça se situe entre Paris et Londres. Par exemple, Ibn Ezra, Abraham Ibn Ezra, grand savant médiéval,
espagnol qui a beaucoup voyagé en France, en Angleterre, un peu partout, indique un méridien qui correspond non pas à l'île de Rhodes, comme on avait dit au début, Rhodes, Rhodos, mais à celui de Rouen, Rhodum. Cette erreur de S et de M s'explique par la proximité, par la ressemblance de ces lettres du M final et du S, c'est-à-dire le Samer et le M final en hébreu. Certaines lettres hébraïques, surtout manuscrites, se ressemblent beaucoup. Les scribes, peu scrupuleux, qui ont recopié, l'imprimerie n'existait pas encore, ont accumulé les erreurs. Ils ont, ne comprenant pas à quel nom le nom qu'ils trouvaient devant eux faisait allusion, ils l'ont déformé. Et les scribes suivants ont continué la même erreur ou ont accumulé les déformations. De plus, les Juifs ont été chassés de France d'abord en 1306, mais ensuite rappelés, ils l'ont été pour de bon en 1394 et se sont éparpillés donc alentour en oubliant eux-mêmes peu à peu, sous les persécutions qui ont suivi d'ailleurs, leurs origines, du moins le nom d'où ils venaient. Ceci dit, on a dit qu'en Italie du Nord, un rite français s'est conservé jusqu'à nos jours. Certains se sont retrouvés en Provence, par exemple, et 15 ans après, ils ont été exterminés par les pastoraux dans leur croisade. Où sont-ils partis, puisque la Provence, la Bourgogne, le comté de Nice, ça n'a été, si on peut dire, que provisoire. Ça a quelquefois duré 100 ou 200 ans. C'est ça. Et pour nous, au regard de l'histoire, c'est provisoire. Mais après... Ah, mais pour eux, ça ne l'était pas. Ces domaines extérieurs au domaine royal semblaient sûrs. Donc ils se sont installés en Savoie, qui n'était pas française encore, en Flandre, en Dauphiné, en Provence, en Alsace, en Allemagne. Et là aussi, les persécutions vont les suivre. Mais ils ne pouvaient pas le savoir. Pour le moment, c'est le roi de France qui les chassait. Ensuite, la Savoie, par exemple, est devenue française, ou la Provence est devenue française peu de temps après. 1500 est une grande période, enfin, date charnière. Oui, et puis là, on a beaucoup plus de textes, forcément. Mais après, que sont-ils devenus? Est-ce qu'ils sont allés, après l'Allemagne, vers la Hongrie? La Pologne, qui était très accueillante. Alors, au 15e, 16e siècle. Pourquoi n'y a-t-il pas de chroniqueurs juifs qui auraient raconté cet exode? Disons que le premier historien, entre guillemets, est Flavius Joseph, mais c'est un Romain. Alors ensuite, ce Joseph à Cohen a écrit ce qu'on a traduit par La Vallée des Pleurs, qui vient d'être réédité il y a quelques années, et qui raconte, c'est plutôt l'histoire du martyr de ces Juifs. Mais tout de même, il y a des indications précieuses. Il parle des Juifs de France, du bûcher de Blois, de celui de Chinon. Et il raconte la façon dont tous ces Juifs ont vécu et surtout ont été chassés et massacrés en France, en Allemagne, en Espagne. Après certaines périodes d'âge d'or qu'il ne faut pas négliger. Rouen est la seule ville où il reste soit une yeshiva, soit une synagogue. Soit, troisième hypothèse, un bâtiment civil dont on a parlé tout de même depuis le début des découvertes. Bâtiment civil qui ressemble au bâtiment anglais, puisque les Normands ont conquis l'Angleterre. Donc le style normand se retrouve en Angleterre avec les first floor halls, c'est-à-dire les bâtiments d'un seul étage qui ont une salle basse très importante, un hall justement important, surmonté d'un étage. Bâtiment civil où le sous-sol, enfin cette salle basse servait peut-être de cuisine, d'internat, s'il s'agissait d'une yeshiva d'ailleurs, d'une académie où les étudiants ont pu vivre, comme d'autres documents nous l'attestent à Montpellier ou ailleurs. Et le premier étage, dont il reste quelques murs, aurait pu être la salle noble, où bâtiment civil habitait le riche seigneur, ou bien seigneur juif. Alors, il y a eu des commerçants juifs assez riches jusqu'au XIIIe siècle, qui avaient une partie de leur famille installée à Londres, avec lesquels ils commerçaient. Nous connaissons leurs noms. Mais enfin, non, mais ce qui est quand même
merveilleux, c'est que on pourrait peut-être inciter nos auditeurs à aller voir ce monument juif, puisque n'ayant pu prendre parti entre la yeshiva et la synagogue, on l'appelle à Rouen le monument juif, il peut être visité, parce que en plus, un monument comme celui-là, il n'y en a pas d'autre. C'est ça, on n'a jamais retrouvé autant un monument aussi complet, même s'il est en ruine, et d'une aussi belle facture, de toute façon. Je crois qu'il faudrait insister sur cette présence intense des Juifs en France au Moyen-Âge, car lorsqu'on lit les livres d'histoire de France, nous ne voyons jamais trace de cette présence. Ils ont été chassés, c'est vrai, ils sont revenus ensuite, nouveaux chrétiens au XVIe siècle, après l'expulsion des Juifs d'Espagne, puis peu à peu, sous le règne de Louis XIV, qui les a favorisés tout de même, et ainsi jusqu'à leur émancipation au moment de la Révolution. Mais il ne faut pas oublier tous ces milliers de Juifs qui étaient présents là où nous habitons actuellement. D'ailleurs, quand Renan écrit il y a un peu plus d'un siècle son histoire littéraire de la France, il demande conseil à Neubauer, qui est un spécialiste hébraïque, et il fait figurer ces savants hébreux, ces savants juifs, dans l'histoire littéraire de la France. C'était « Que sont devenus les Juifs français du Moyen-Âge » par Michel Chilowitz, avec la participation de Eliane Rousse, traductrice du livre de Norman Golb, Les Juifs de Rouen au Moyen-Âge, aux presses universitaires de Rouen. Chargée de réalisation, Nicole Salerne. Demain, Orléans au Moyen-Âge, le quartier juif, les écoles, les rabbins.